Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet hyper important en musculation qui est très peu abordé sur les réseaux et ça va être comment bien respirer, d'accord? Comment bien respirer en musculation et aussi comment utiliser une ceinture de force puisque les deux sont liés. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un vrai sujet en musculation, la respiration. Cette vidéo risque d'être peut-être un peu longue, surtout restez jusqu'à la fin puisque tout ce qu'on va dire ensemble, tout ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui est essentiel. Nous allons diviser cette vidéo en deux étapes. Premièrement, je vais vous parler de comment respirer quand on a des charges légères, ça va être très rapide, d'accord? Et le plus gros de cette vidéo, ça va être comment respirer quand on a des charges lourdes, surtout sur des mouvements où on a vraiment une compression de la colonne vertébrale, comme par exemple les squats, les soulevés de terre, les développés militaires. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. On ne respire pas de la même façon quand on a des charges légères au développé couché ou quand on fait un squat avec une barre qui pèse 2 fois notre poids de corps. Donc pour commencer, généralement ce que vous avez entendu dire, c'est que quand vous faites de la musculation, il faut inspirer lors de la phase excentrique et il faut souffler lors de la phase concentrique. D'accord? Donc en gros, si je fais du développé couché, j'inspire en descendant et j'expire en remontant. Alors ceci, en soi, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus, parce que la respiration n'est pas vraiment dépendante de la phase concentrique ou excentrique du mouvement. D'accord? Au développé couché, ça a du sens de dire j'inspire quand je descends et j'expire quand je monte. Mais si je suis en train de tirer, si je suis en train de faire un rowing, un tirage poulie-basse, est-ce que j'inspire aussi lors de la phase excentrique et j'expire lors de la phase concentrique? Alors peut-être pas. Ce que je vous conseille, c'est premièrement de respirer de la façon la plus naturelle possible, sans se prendre la tête avec la respiration, surtout si vous avez des charges légères et si vous êtes en train de débuter en musculation. Le but, c'est de concentrer plutôt sur votre exercice, sur votre exécution, donc respirez de la façon la plus naturelle possible. En second temps, j'ai plutôt tendance aussi à conseiller à inspirer, j'inspire quand je suis en train de faire une extension des bras, parce que généralement quand je fais une extension, j'ouvre la cage thoracique, donc c'est plus naturel d'inspirer quand j'ouvre la cage thoracique et d'expirer quand je repars en flexion. Donc au développé couché, ça va donner oui, j'inspire quand je descends et j'expire quand je monte, mais au tirage, ça va donner l'inverse. C'est-à-dire que je vais inspirer lors de la phase concentrique, parce que c'est lors de cette phase-là où je suis en train de faire une extension de l'épaule et une expansion de la cage thoracique et j'expire quand je relâche. Mais bon, c'est un détail. En vrai, on s'en fout un peu. Vous respirez comme vous avez envie de respirer. Ne vous prenez pas la tête avec ceci. Maintenant, quand il s'agit de prendre des charges lourdes, et surtout sur des mouvements où il y a une compression de la colonne vertébrale, comme par exemple des squats ou des soulevés de terre, la respiration n'est plus du tout la même. Je ne vais ni inspirer ni expirer pendant la phase concentrique, excentrique, extension, flexion, on s'en fout. Les règles changent. Le plus important sur ces mouvements-là, c'est de maintenir le gainage. Et le gainage, quand je parle de gainage ici, je ne veux pas dire la contraction des abdos. D'accord? Je veux vraiment dire la rigidité du tronc. Il faut que le tronc soit rigide, que la colonne vertébrale reste droite et qu'elle ne bouge pas pendant le mouvement. Donc par gainage, je veux dire une rigidité du tronc. Le but de la respiration sur ces exercices, avec des charges lourdes, ça va être de maintenir un bon gainage, une bonne rigidité du tronc grâce à une bonne pression intra-abdominale. Et ça, c'est le mot-clé de cette vidéo aujourd'hui, une pression intra-abdominale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va faire un peu d'anatomie, je vais vous montrer un schéma pour que vous puissiez visualiser ce qu'est le caisson abdominal, d'accord, qui est une notion essentielle quand il s'agit de comprendre la pression intra-abdominale. On va parler de caisson abdominal et il faut imaginer que ça ressemble à un cylindre fermé par le haut et par le bas et bien sûr sur tous les côtés. L'avant, ça va être les abdominaux bien sûr et le droit de l'abdomen. Sur les côtés, ça va être les obliques internes, externes. Vers l'arrière, ça va être aussi les obliques internes, externes et le transverse qui englobe vraiment toute la ceinture abdominale, telle une véritable ceinture. À l'arrière, je vais avoir les érecteurs du rachis.
En haut, je vais avoir le diaphragme qui est un muscle très puissant. Et en bas, je vais aussi avoir un deuxième diaphragme qu'on appelle le diaphragme pelvien ou le plancher pelvien. D'accord ? Peut-être vous le connaissez plutôt sous forme du plancher pelvien. Donc tous ces muscles forment un caisson en haut, en bas, les deux diaphragmes, sur les côtés les muscles abdominaux, donc les 4 muscles abdominaux et les érecteurs du rachis. La première étape pour avoir une bonne pression intra-abdominale qui va m'aider à garder une bonne rigidité du tronc, un bon gainage pendant mes squats, mes soulevés de terre, pendant mes développés debout, pour protéger le dos et pour mieux transmettre les forces, la première étape, ça va être la respiration diaphragmatique. Donc nous allons passer un peu de temps dessus pour vous expliquer ce que c'est et comment apprendre à respirer avec le diaphragme. Donc le but ici, ça va être de prendre une inspiration et au lieu d'inspirer en gonflant la cage thoracique avec une expansion de la cage thoracique, je vais essayer de garder la cage thoracique dans sa position neutre, d'accord ? Et je vais inspirer en poussant le diaphragme vers le bas et en gonflant le ventre, d'accord ? Ça va donner ceci. J'inspire en poussant le ventre vers l'avant. Donc ça, c'est la première étape. Je ne bouge pas la cage thoracique, je mets les mains sur le ventre et j'essaie de ressentir cette expansion du ventre, d'accord ? Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà bien. La deuxième étape, ça va être d'essayer de mettre les pouces au niveau des reins, d'accord ? Les index au niveau des côtes flottantes, donc les côtes les plus vers le bas de la cage thoracique. Et cette fois-ci, je vais faire la même chose. Je vais essayer d'inspirer sans gonfler la cage thoracique, en gonflant le ventre. Mais cette fois-ci, je ne veux pas essayer uniquement de pousser vers l'avant, mais je vais essayer de pousser en 3 dimensions, à 360 degrés. Donc je veux à la fois pousser vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Et ça va donner ceci. Donc je vais mettre les pouces au niveau des reins, les index au niveau des côtes flottantes. Je vais inspirer et je veux ressentir mon ventre se gonfler vraiment dans toutes les directions. Vers l'avant en poussant mes index et vers l'arrière en poussant mes pouces. D'accord ? Donc hop, je refais. Là, si je bloque, je sens qu'au niveau des pouces, il y a de la pression et au niveau des index, il y a de la pression aussi. Donc j'ai vraiment de la pression en 3 dimensions, vers l'arrière, sur les côtés et vers l'avant. Donc voici pour la respiration diaphragmatique. C'est vraiment la première étape et l'étape la plus importante pour pouvoir par la suite créer une pression intra-abdominale efficace. Donc je vous invite à vous entraîner à faire cet exercice à la maison. Posez vos pouces au niveau des reins, vos index au niveau des côtes les plus basses de la cage thoracique. Inspirez en essayant de ne pas bouger la cage thoracique, d'accord ? Si vous inspirez en essayant de ne pas bouger la cage thoracique, automatiquement votre diaphragme va descendre vers le bas, ce qui va augmenter la pression intra-abdominale et vous allez le ressentir avec les mains sur le ventre ou avec les pouces sur les reins. Et entraînez-vous à essayer de distribuer cette pression quand vous inspirez et quand vous poussez le diaphragme vers le bas en essayant de garder une cage thoracique qui ne part pas en expansion, d'accord ? Entraînez-vous ensuite à essayer de disperser cette pression en 3 dimensions, sur l'avant, sur les côtés et aussi vers l'arrière. Alors bien sûr, comme n'importe quelle nouvelle technique, c'est quelque chose qui au début peut paraître pas très naturel. D'accord ? Vous pouvez peut-être avoir des difficultés à essayer d'inspirer avec le ventre sans gonfler la cage thoracique et vous pouvez avoir encore un peu plus de difficultés à essayer de faire une expansion en 3 dimensions à 360 avec cette pression intra-abdominale et que ça ne soit pas uniquement vers l'avant. Mais entraînez-vous, ça va venir avec la pratique en soi, ce n'est pas quelque chose de difficile, d'accord ? C'est à la portée de tous. Alors ensuite, une fois que j'ai réussi ma respiration abdominale, diaphragmatique, maintenant je vais venir contracter les abdos. Donc la première étape, c'était je gonfle le ventre en 3 dimensions, avant, côté, arrière. La deuxième étape, ça va être de contracter les abdos, d'accord, pour augmenter encore un peu plus cette pression intra-abdominale. Donc au début, j'ai mis de l'air dans mon cylindre et ensuite j'ai comprimé mon cylindre grâce à une contraction des abdos. Donc la pression intra-abdominale augmente. Donc
J'inspire, j'essaie de répandre la pression en 3 dimensions, je bloque les abdos, je contracte et ensuite je vais essayer d'inspirer encore un peu plus et de mettre encore plus d'air dans ce caisson qui est maintenant comprimé grâce à une contraction des abdos. D'accord? Donc la deuxième étape, c'est de contracter les abdos et d'inspirer encore un peu plus pour augmenter le plus possible la pression intra-abdominale. Alors nous allons voir par la suite que tout ceci, le fait de se mettre en pression et d'utiliser la pression intra-abdominale, de mettre en pression ce caisson abdominal, c'est quelque chose qui est bien sûr proportionnel à la charge que vous allez utiliser. D'accord? Plus la charge est lourde et plus vous allez chercher à mettre de la pression dans ce caisson-là. Et d'ailleurs, d'où l'utilité de la ceinture de force qu'on verra bien sûr par la suite. Donc on a vu les 2 premières étapes d'une bonne pression intra-abdominale lors des mouvements de soulevé de terre ou de squat lourd. Maintenant, il y a une troisième. Mais avant d'aborder cette troisième étape, il faut savoir que tout ce que je viens de vous dire ne peut pas être efficace si je n'ai pas une bonne posture d'urashi. Et c'est quoi une bonne posture d'urashi? C'est essayer de garder les courbures naturelles de la colonne vertébrale quand je suis en train de faire mes squats et mes soulevés de terre. Il y a beaucoup de gens qui vont, pour essayer de garder le dos droit, parce qu'on leur a dit que quand ils font leur squat, il faut garder le dos droit, il faut pousser les fesses en arrière, ils vont être trop cambrés. Comme ceci, d'accord? Donc ils vont cambrer les fesses vers l'arrière, le buste vers le haut, donc extension de la cage thoracique, grosse cambrure, et dans cette position-là, je ne peux pas créer une bonne pression intra-abdominale, d'accord? À l'inverse, dans cette position-là, je ne peux pas créer une pression intra-abdominale non plus. Donc je ne veux pas être fléchi au niveau de la colonne, je ne veux pas être en extension, en hyperextension au niveau de la colonne, je vais essayer de garder un rachis neutre avec la cage thoracique, la coupole du diaphragme qui est directement au-dessus de la coupole inversée, d'accord, du diaphragme pelvien. Donc je veux que les 2 diaphragmes soient alignés l'un au-dessus de l'autre. Je ne veux pas une hyperextension, sinon je vais me retrouver comme ça et du coup j'ai plus d'alignement entre mon diaphragme thoracique et mon diaphragme pelvien. Je ne veux pas non plus arrondir parce que, bien sûr, naturellement, je vais perdre aussi cet alignement. C'est ce qu'on appelle en anglais la position canister versus scissor. D'accord? Donc, je veux être en position canister, donc cylindre, avec le plancher pelvien et le diaphragme parallèles, l'un au-dessus de l'autre, et je veux éviter la position du ciseau où j'ai les 2 plans qui ne sont pas du tout parallèles et qui ne sont pas face à face. D'accord? C'est un sujet dans lequel je rentre beaucoup plus en détail dans une autre de mes vidéos qui est déjà en ligne, que vous pouvez retrouver dans les fiches jointes, dans laquelle je vous parle de ces 2 positions, donc hyperextension ou alors position neutre, qui est beaucoup plus efficace pour mieux transmettre les forces, pour être beaucoup plus fort et pour éviter aussi les douleurs lombaires et la barre lombaire qui arrive souvent quand vous faites vos squats et vos soulevés de terre parce que justement vous essayez de trop cambrer. Donc revenons à notre pression intra-abdominale. J'inspire, expansion 3D, je bloque, je contracte les abdos, posture neutre du rachis, je fais mon squat ou je fais mon soulevé de terre et pendant tout le mouvement, je veux maintenir cette pression. Je veux bloquer ma respiration. Et c'est ce qu'on appelle, donc ça c'est la 3e étape et c'est la manœuvre de Valsalva. Je veux garder cette pression intra-abdominale la plus élevée possible pendant tout le mouvement et surtout pendant le point critique. Le point critique, c'est quoi? C'est le moment pendant le mouvement où celui-ci devient le plus dur. D'accord? C'est ce qu'on voit en compétition quand les athlètes, les haltérophiles ou les forces athlétistes perdent leur barre. C'est souvent autour de ce point critique. D'accord? Au squat, c'est par exemple quand je suis en train de remonter, je dépasse la parallèle. Et à ce moment-là, quand j'ai fini de passer la parallèle, c'est le point critique du mouvement. Si j'arrive à dépasser ce point critique, généralement je finis le mouvement et j'ai réussi ma barre. Et si je n'arrive pas à passer ce point critique, généralement je perds ma barre. Et à ce moment-là, la manœuvre de Valsalva va m'être très utile parce que je vais essayer d'expirer, mais sans faire sortir l'air. Et ceci va me permettre d'augmenter encore plus la pression intra-abdominale, surtout d'éviter les fuites.
d'accord, et de maintenir mon gainage. D'ailleurs, c'est pour cela que vous les voyez avec les joues gonflées, comme si vous voulez expirer, mais en fait, ils n'expirent pas, d'accord, l'air ne sort pas. D'ailleurs, vous pouvez laisser en regardant cette vidéo, si vous inspirez, grosse pression intra-abdominale, je bloque et j'essaye de souffler sans faire sortir l'air, vous allez voir que cette pression vous allez encore plus la ressentir. Vous allez encore créer plus de pression intra-abdominale. Donc voici les 3 étapes essentielles d'une bonne pression intra-abdominale. Donc c'est comme ça qu'on respire quand on est en train de pousser des charges lourdes. D'accord ? Alors bien sûr, comme je vous l'avais dit, pour la respiration diaphragmatique, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer pour le maîtriser. D'accord ? C'est difficile, ce n'est pas facile de maîtriser la pression intra-abdominale, la manœuvre de Valsalva, ça demande de la pratique. Donc essayez de pratiquer cette technique avec des charges plutôt moyennes, autour de 70% de votre max. Si vous sentez que vous avez besoin de ventiler, n'hésitez pas à prendre des pauses, par exemple en haut de votre squat, ventilez avant de recommencer la prochaine rep si vous sentez que vous en avez besoin, d'accord ? C'est normal, c'est difficile de pouvoir utiliser la pression intra-abdominale et la manœuvre de Valsalva à chaque répétition d'une série. C'est quelque chose qui est difficile et qui demande de l'entraînement. Et rappelez-vous aussi que cette pression intra-abdominale est proportionnelle à la charge que vous utilisez. Avec des charges plutôt légères, 70-80% du max, vous n'allez pas créer une pression intra-abdominale aussi puissante, aussi intense que lorsque vous avez 90, 95, 100% de votre RM. D'accord ? Et d'ailleurs, plus vous allez mettre lourd, plus vous allez devoir créer une pression intra-abdominale élevée jusqu'au moment où vous allez potentiellement avoir besoin d'une ceinture de force. Et maintenant, nous allons parler de la ceinture de force, comment la choisir et comment la mettre, comment l'utiliser. Donc, comme vous l'avez compris, le but de la pression intra-abdominale, c'est d'augmenter la pression du caisson intra-abdominal pour rigidifier le tronc. Maintenant, le facteur limitant pour cette pression intra-abdominale, c'est la contraction des abdos. Les abdominaux ne sont pas très forts pour résister à une force d'expansion. D'accord ? Ils vont toujours être le facteur limitant à cette pression intra-abdominale. Si je veux augmenter encore plus cette pression pour rigidifier encore plus et être mieux gainé au niveau du rachis et pouvoir mettre plus lourd, je vais être obligé d'aider les abdominaux, ou plutôt de les remplacer avec une ceinture. Donc le but de la ceinture, c'est tout simplement de fournir une surface dure et incompressible contre laquelle on va pouvoir pousser le ventre en 3 dimensions. D'accord ? Il est là le but de la ceinture. Le but de la ceinture n'est pas de maintenir les lombaires, en tout cas pas une ceinture de force. D'accord ? Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la ceinture de force. Les ceintures pour maintien de lombaires, c'est plus psychologique qu'autre chose. Okay ? Les ceintures larges au niveau du dos et fines vers l'avant, que les gens mettent parce qu'ils se sentent mieux au niveau du dos, ça leur maintient le dos, c'est plus un maintien psychologique qu'autre chose. Ils se sentent aidés, ils se sentent gainés, bon, pourquoi pas. Mais en soi, ce n'est pas du tout des ceintures efficaces pour le gainage et pour la pression intra-abdominale et pour porter lourd. Donc le but d'une ceinture de force n'est pas de maintenir les lombaires. Une ceinture de force a un véritable effet physiologique. Elle va vous servir à avoir une contraction, un serrage au niveau de la sangle abdominale, au niveau de ce caisson abdominal, comme un serre-flex. D'accord ? Vous allez pouvoir plus serrer plus fort, plus dur, pour que vous puissiez augmenter cette pression abdominale sans être limité par la tension et la contraction des abdos. Il faut savoir que c'est toujours le gainage qui va lâcher avant que les cuisses lâchent. D'ailleurs, c'est pour cela que vous pouvez sûrement pousser plus lourd au leg press, d'accord, à la presse à cuisse, qu'au squat, alors que c'est exactement les mêmes muscles qui rentrent en jeu. D'accord, sans parler des détails biomécaniques, on est quand même à peu près dans le même mouvement, sauf que dans l'un, on a une stabilité intrinsèque qui est due à la position sur la machine, et dans l'autre, on ne l'a pas.
Donc il faut qu'on la crée grâce à une rigidité et à une pression intra-abdominale et à un gainage efficace, qui sera toujours le facteur limitant. Donc si votre but est de progresser le plus possible sur vos squats, vos soulevés de terre et tous ces mouvements-là, il va vous falloir apprendre à utiliser une ceinture de force et à acheter une ceinture de force. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de ceintures qui existent. Je vais vous montrer la mienne. Donc voici la mienne, c'est la marque Pioneer. C'est une ceinture que vous ne pouvez pas trouver en France. Alors malheureusement, en France, on a les ceintures qu'on utilise le plus, c'est ceux de la marque SBD, qui font une largeur de 10 cm et une épaisseur de 10 mm. Et toutes les autres marques qui concurrencent SBD en France font exactement les mêmes. D'accord ? Donc on n'a pas le choix en termes d'épaisseur et en termes d'épaisseur et de largeur. C'est dommage parce que pour des petits gabarits comme moi, des ceintures très larges et très épaisses, ça ne me convient pas. Je ne peux pas les utiliser correctement. Ça me gêne lors du mouvement. Si la ceinture est trop large, ça va venir gêner au niveau des crêtes iliaques et au niveau des côtes. Et si elle est trop épaisse, elle va être trop rigide et elle va aussi me gêner dans mon gainage et dans ma mobilité. Surtout si je fais des squats profonds. Donc j'ai été obligé d'aller chercher chez des sites américains qui proposent bien sûr plusieurs épaisseurs et plusieurs largeurs possibles pour trouver celle qui me convient. Donc celle-ci, c'est la marque Pioneer. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi qui ne peuvent pas utiliser les ceintures qu'on trouve sur le marché français qui font 10 cm de largeur et 10 mm d'épaisseur. Ça ne convient pas à tout le monde. Alors bien sûr, il y a plusieurs épaisseurs possibles, il y a plusieurs largeurs possibles. Donc celle-ci, elle fait 7,6 cm de largeur et 6,5 mm d'épaisseur. C'est celle que j'utilise. Donc moi, il faut savoir que je suis un petit gabarit, je mesure 1,65 m, je fais 70 kg et celle-ci me convient très bien. D'accord ? Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle a des trous tous les demi-pouces et non pas tous les pouces. Donc du coup, je peux la régler d'une façon qui est beaucoup plus précise. Donc plusieurs types de ceintures, plusieurs largeurs, plusieurs épaisseurs, avec simple boucle, double boucle. Alors moi ici j'ai une simple boucle et c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Double boucle, ça sert à rien, c'est plus chiant à mettre, c'est plus chiant à enlever, ce n'est pas plus stable. Vous avez aussi les ceintures à levier, mais les ceintures à levier, le problème c'est que c'est chiant à régler. Donc une fois que vous avez réglé le levier à un endroit précis, si par exemple lors de vos entraînements vous avez des squats, des soulevés de terre à faire et que vous n'utilisez pas le même serrage sur le squat et sur le soulevé de terre, vous ne pouvez pas à chaque fois prendre des tournevis, dévisser le levier pour le mettre sur un autre endroit. Donc c'est vraiment peu pratique. Moi je préfère les ceintures à boucle, c'est facile à mettre, c'est facile à enlever, on peut vraiment régler le serrage. Alors ici c'est une ceinture de la marque Pioneer, donc elle a des trous tous les demi-pouces. Pareil, vous ne trouvez pas ça en France. D'accord ? En France c'est des trous tous les 1 pouce. Donc ici, vous avez un réglage qui est beaucoup plus fin. Vous allez aussi trouver sur le marché des ceintures en velcro, en tissu, qui sont bien sûr moins rigides, qui apportent moins de maintien que les ceintures en cuir comme celle-ci, mais qui restent quand même efficaces, surtout en crossfit, en cross-training, où on a besoin d'enlever la ceinture rapidement. On ne porte pas des charges très lourdes non plus, donc on n'a pas besoin de beaucoup de maintien. On veut que la ceinture soit simple à enlever et à mettre, et c'est sûr qu'une ceinture en tissu souple avec du velcro, c'est plus simple à mettre et à enlever qu'une ceinture en cuir avec une boucle comme celle-ci, et donc ça s'adapte mieux pour les entraînements de type cross-training. Donc maintenant qu'on a vu ensemble quelles sont les différentes ceintures que vous allez pouvoir acheter, on va voir comment mettre une ceinture. Alors, il faut que la ceinture soit serrée, d'accord ? Donc là, hop, moi quand je mets ma ceinture, je vais vraiment essayer de la serrer. Donc je vais rentrer le ventre et je vais serrer la ceinture. Je ne veux pas non plus trop la serrer, d'accord ? Ce n'est pas un corset. Vous voyez que là c'est le serrage que j'utilise d'habitude, donc 6 graduations et demie, et vous voyez que si je tire dessus, il y a quand même de l'espace. Elle me serre, mais elle ne me serre pas trop. Le but, c'est de trouver le serrage qui me convient de façon à ce que je puisse inspirer le plus possible et pouvoir créer la pression intra-abdominale la plus possible. Si la ceinture est trop serrée, elle va limiter mon expansion.
Si elle est trop lâche, elle va servir à rien. Elle va avoir un maintien qui est très faible, voire inexistant. Donc encore une fois, une ceinture de force, c'est un peu comme la pression intra-abdominale, il faut apprendre à l'utiliser. D'accord ? Donc il faut la mettre souvent, il faut apprendre à l'utiliser. C'est avec la pratique que vous allez trouver le bon réglage et les bonnes sensations au niveau de la pression intra-abdominale. Généralement, quand vous mettez votre ceinture, au début, vous allez la mettre au niveau du nombril. Ensuite, vous allez pouvoir ajuster sa position en fonction bien sûr de vos ressentis. Vous pouvez la basculer un peu vers l'avant ou un peu vers le haut en fonction de ce que vous préférez. Pour enlever la ceinture, je vois beaucoup de gens qui essaient de tirer comme ça sur le côté pour faire sortir la boucle. Alors pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus efficace de tirer vers l'avant, dans l'axe de la ceinture, de mettre le pouce et l'index ici sur cette boucle-là, je tire vers l'avant avec ce bras et je vais venir pousser avec cette main-là. Et hop, et là c'est beaucoup plus facile. D'accord ? La ceinture va s'ouvrir plus facilement que si j'essaye de tirer comme ceci dessus. Donc, hop, et là, ça sort facilement. Okay ? Donc voici comment mettre une ceinture. C'est pareil pour les ceintures d'haltérophilie, d'accord, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques des ceintures de force. Elles sont généralement plus souples, elles sont aussi plus fines vers l'avant pour permettre une amplitude de mouvement plus importante, parce qu'en haltérophilie, on cherche des squats très profonds. Mais c'est exactement le même principe pour mettre la ceinture, d'accord ? C'est la même chose. On essaie il faut qu'elle soit serrée, mais pas trop. Il faut trouver le bon serrage qui nous permet de produire la pression intra-abdominale la plus élevée possible, d'accord ? Donc c'est avec la pratique que vous allez trouver le serrage qu'il faut pour vous. C'est un outil d'entraînement, d'accord ? Et comme n'importe quel outil d'entraînement, il faut apprendre à l'utiliser. Il faut apprendre à l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer avec. Plus vous pratiquez avec votre ceinture, plus vous allez apprendre à l'utiliser et plus vous allez en tirer des bénéfices. Donc il faut l'utiliser assez tôt. Alors je dirais que pour les hommes, vous pouvez commencer à utiliser une ceinture quand vous avez des performances au squat et au soulevé de terre qui sont à peu près de l'ordre de 2 fois votre poids de corps en RM, en 1 RM, et pour les femmes à partir de 1,5 fois votre poids de corps en 1 RM. D'accord ? Je ne pense pas que l'utilisation de la ceinture est nécessaire avant d'arriver à ce niveau-là, parce qu'il faut apprendre à gainer et à utiliser la pression intra-abdominale et la contraction des abdos. C'est quelque chose d'important à maîtriser avant d'utiliser la ceinture. D'accord ? Maintenant, si bien sûr certains d'entre vous ont des fragilités au dos et se sentent mieux quand ils ont une ceinture, vous pouvez bien sûr l'utiliser même si vous n'avez pas ces perfs-là. D'accord ? C'est très arbitraire. Ces chiffres sont très arbitraires. Si une ceinture de force peut vous aider à vous entraîner sans avoir mal au dos, sans déclencher des douleurs, utilisez-la, il n'y a aucun problème. Maintenant, comme je vous avais dit, la ceinture de force, c'est un outil d'entraînement, il faut apprendre à l'utiliser, essayez de la mettre souvent. Vous pouvez la mettre à partir de 70% de votre RM. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la ceinture uniquement quand vous avez vraiment très lourd. Entraînez-vous à l'utiliser avec des charges plutôt légères. Encore une fois, c'est juste pour une question de pratique, pour mieux la ressentir, maîtriser sa position, le niveau de serrage. Essayez aussi de la travailler pour qu'elle devienne un peu plus souple et qu'elle épouse votre corps et la façon dont vous bougez. D'accord ? S'habituer aussi aux zones de frottement, parce qu'elle va automatiquement venir frotter au niveau des crêtes iliaques, des fois au niveau aussi des côtes. Donc essayez de l'utiliser le plus souvent possible pour vous habituer à la ceinture et pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible, dans le but bien sûr d'augmenter l'efficacité de votre gainage et de mieux performer sur vos mouvements polyarticulaires comme le squat ou le soulevé de terre. Voici donc pour cette vidéo concernant la respiration en musculation et l'utilisation des ceintures de force. Alors sachez que je n'ai aucun lien commercial avec le site qui vend ces ceintures et avec cette marque-là. C'est juste un conseil personnel pour ceux qui ont des gabarits qui sont un peu plus petits et qui ne peuvent pas utiliser les ceintures disponibles sur le marché français. Cette vidéo est un peu longue, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses utiles. Laissez-moi vos questions dans les commentaires, aimez et partagez pour en faire profiter au plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.